Bientôt la rentrée des classes. Pour réussir justement son année scolaire, quelles dispositions pratiques? C'est la question à laquelle on tente de répondre sur Matin d'Éden de ce jour. Et pour ce faire, deux invités sur ce plateau. Monsieur André Alironou, il est psychologue clinicien. Monsieur Alironou, bonjour. Bonjour, Ahmed. Bienvenue. Merci. Juste en face de vous, c'est un habitué du plateau. Vous avez pu le remarquer, le directeur Euseb Patinvor. Bonjour. Directeur. Bonjour Ahmed, bonjour Monsieur André. Bonjour, Bienvenue. directeur. Euseb André Patinvor m'appelle. Donc deux André. Oui, deux André, voilà, sur ce Amis plateau. téléspectateurs, bonjour chez vous. Directeur Euseb Patinvor, enseignant à la retraite, spécialiste des questions d'éducation. C'est vrai, ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas reçu sur Matin d'Éden. La dernière fois, c'est tout d'une émission spéciale par rapport au 1er août. Oui, au 1er août, voilà. Allez, directeur Euseb Patinvor, bientôt la rentrée des classes. Et nous sommes à quoi? 4 jours, si je ne m'abuse, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 4 jours, oui. Et donc, il est important que, oui, des dispositions soient prises au niveau des différents acteurs concernés. Et si on commençait déjà par faire le point des acteurs dont il s'agit. Qui sont ces acteurs concernés par la rentrée des classes? Dans un premier temps, permets-moi de saluer tous les téléspectateurs, de te saluer les différentes familles, et les vacanciers. Vive les vacances. L'artiste ne meurt pas, il reste près de la santé, mais reprenons la rentrée. N'est-ce pas? C'est la fin des vacances, hein, je pense que nous allons la fin des vacances. Cette rentrée-là avec joie, avec paix du cœur, et avec sérénité. Amen. Je pense que l'année scolaire 2024-2025 ira à son terme. Amen. La gestion axée sur les résultats étant, nous devons voir qui nous sommes pour effectuer cette rentrée-là. Déjà, la pré-rentrée, on mis les différents acteurs, les différentes anticipations préparatives ont mis en branle beaucoup d'acteurs qui sont les apprenants eux-mêmes. C'est la pièce maîtresse, les parents, les enseignants, l'administration scolaire de chaque entité scolaire, le réseau d'animation pédagogique, les ONG, les syndicats et l'État. D'accord. Voilà. Plusieurs acteurs, hein, apprenants, parents, enseignants, administration, encadrement pédagogique, ONG, syndicat, puis État. L'État. D'accord. Est-ce que M. André Alironou a quelque chose à ajouter sur ce point? Je pense que M. Euseb a déjà balayé l'essentiel parce que tout le monde se retrouve dans les différentes parties prenantes qu'il a citées. Ouais. D'accord. Quelles dispositions pratiques prendre maintenant, directeur Euseb Patinvor, pour réussir l'année scolaire 2024-2025? Je voudrais dire à l'entame, la première disposition qu'il faut prendre au niveau de tous les acteurs, c'est d'avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, se dire, je veux réussir. On ne va pas à l'hôpital pour mourir. À l'hôpital, même si tout à l'heure on va mourir, c'est dans l'espoir de guérir. Donc, nous allons à l'école dans l'espoir de réussir, d'engranger des résultats. Alors, et pour ce faire, il faut prendre des dispositions. Et je disais à l'entame, la première disposition, c'est de donner le courage. Deuxième disposition, c'est de s'assurer une bonne santé. Une bonne santé. Et troisième disposition, sans aller dans les détails, c'est d'être acteur dialogue. Acteur dialogue, c'est-à-dire? C'est-à-dire, les parents doivent parler avec leurs apprenants, les enseignants également. Il est vrai, le travail, c'est la parole, mais il faut parler. Il faut prendre des codes. Il faut prendre des décisions ensemble. Ce n'est pas qu'on s'impose à l'individu. On prend des dialogues avec des codes avec lui, des conventions d'activité avec lui. La même chose avec l'administration scolaire de chaque école qui donne un cahier de charge à l'enseignant. Les enfants aussi ont leur charte à suivre. Le réseau d'animation pédagogique a son cahier de charge et il échange avec les enseignants. Les ONG vont nous accompagner et je demande aux syndicats de mettre de l'eau dans leur vin pour ne pas être seulement revendicatifs, mais constructeurs de cette jeune génération que constituent les AME. Et je parle de l'État maintenant. Je voudrais remercier l'État qui, depuis le 23 juin, a sorti le calendrier scolaire. Mais je dis aujourd'hui, nous sommes numérisés. Étant donné que numérisés, je demande à l'État
depuis le primaire, d'apprendre déjà aux enfants à aller sur l'informatique pour faire des recherches et pour faciliter la tâche à l'instituteur qui travaille en classe, au professeur d'une manière générale, dans tous les ordres. Et l'autre chose que je vais leur demander, c'est de varier les langues et de choisir une langue nationale pour que cela soit intégré dans l'éducation, pour faciliter. Parce que vous êtes d'accord, quand vous vous adressez à quelqu'un dans sa langue, dans une langue qu'il comprend, qu'il manipule bien, qu'il peut écrire, lire et écrire, je pense que c'est plus facile. Le message passe plus en fait. Et je vais dire, demander à l'État quelque chose que je vois très utile. Chaque école, chaque entité scolaire doit avoir un psychologue qui accompagne et enseignant et apprenant. Parce que c'est un ingrédient très important. D'accord. Merci. On vient de parler de psychologue. Je pense qu'on en a un sur ce plateau. Est-ce que déjà sur ce dernier aspect, vous partagez l'avis du directeur Isaac Pativon? Est-ce qu'il faut réellement un psychologue? Enfin, c'est une question rhétorique que je vous pose. Vous ne me direz pas non. Je suppose. Non, je ne dirais pas non parce que c'est mon métier, non. Je pense que la nécessité fait obligation. On n'a pas le choix. Si on veut aller même plus en profondeur, ce n'est pas qu'un psychologue. Il faut non seulement, il faut avoir juste une équipe psycho-pédagogique, si je peux dire, ou psycho-éducative, psychosociale, au service des enfants. Chaque établissement devrait avoir une petite équipe composée d'un psychologue, d'une assistante sociale, d'un éducateur spécialisé et pourquoi pas d'une infirmière, s'il faut. Ne serait-ce que ceux-là déjà, pour aider les enfants sur le plan psychologique, social, à intérioriser tout ce qu'on leur apprend. La pédagogie seule ne suffit pas pour l'éducation ou l'instruction d'un enfant. Parce que oui, on va apprendre. Avec la pédagogie, c'est l'acquisition du savoir. Mais après, ton savoir-être, le savoir-faire. Et ça dépend entièrement de toi. Encore que la pédagogie elle-même, il faut que l'enfant ait une base, une identité, une personnalité pour pouvoir bien suivre ou bien comprendre ce que l'enseignant lui enseigne. Et aussi, pour toujours, quand on demande qu'il y ait des professionnels là où il faut, c'est que quand il y a psychologue, ça facilite le travail autant, je vais dire à tous les acteurs, à tous les niveaux dans le système. Parce que le temps que l'enseignant va mettre pour d'abord connaître l'enfant, jouer le rôle du psychologue à la place du psychologue, le rôle du parent à la place du parent, il ne va plus mettre ce temps. Donc, oui, je fais le même appel que l'État, vraiment, s'il veut que l'école prospère et qu'on réussisse, il faut mettre les personnes qu'il faut là où il faut. Il faut investir dans l'humain, mais de façon très utile. Ne faisons pas, excusez-moi, mais de superflu. Vous avez l'impression que c'est ce qui se fait, c'est ça? Il y a beaucoup d'efforts qui se font, mais on n'attaque pas la base. Si vous voulez construire un édifice, tout à l'heure dans l'analyse, vous avez dit il y a beaucoup de maisons qui se construisent, mais qui croulent après quelques temps parce que la base est faussée. Encore que, là on parle de fondation seulement, mais en termes humains, on parlera du système de croyance de l'individu. Pas seulement ses acquis, pas seulement son éducation, pas seulement qui il est, mais sur quoi lui-même repose. Et donc, sur quel sol vous voulez faire la fondation avant de mettre l'édifice. Et ça, c'est le travail du psychologue. Donc, aujourd'hui, malheureusement, l'État ignore cet aspect-là. Est-ce que l'exemple, je ne vous coupe pas, mais est-ce que l'exemple existe sous d'autres cieux? Bien sûr. L'implication justement de ces acteurs dans le milieu. Bien sûr. Et si vous voyez même au Bénin aujourd'hui, de plus en plus d'écoles privées recrutent des psychologues. Et j'ai envie de dire, les personnes les mieux nantis, les autorités de ce pays ne mettent leurs enfants que dans ces écoles. Et ils aiment ça. Mais les enfants de la majorité de la population, pour ne pas dire la majorité des enfants, qui ont besoin de ça, ils savent que c'est possible. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de psychologues au Bénin, c'est encore ça le paradoxe. On forme énormément de psychologues au Bénin, chaque année, des centaines. Mais quel est maintenant le problème pour pouvoir les intégrer? Or, le besoin est là, la demande est là, la matière est là,
En attendant, nous avons le plaisir de vous avoir sur ce plateau, donc on va en profiter et en faire profiter aux amis téléspectateurs, M. André Ali-Khonou, dispositions pratiques à prendre justement pour réussir son année scolaire. Le directeur Joseph Pativol le disait, un des acteurs clés, eh bien, ce sont les apprenants, les élèves, les écoliers. Quelles dispositions pratiques à prendre au niveau justement de cette catégorie d'acteurs? Merci beaucoup, mon cher Amel. Je dis toujours, on n'a pas deux chances pour faire une bonne première impression. Okay. Donc, l'entrée est capitale. L'entrée est capitale. Si vous ratez votre entrée, il y a beaucoup de chances que vous ratez toute la suite. Sortie, ça va être catastrophique. La sortie aussi. Mais il faut être très fort pour pouvoir se rattraper après. Il faut avoir les dispositions d'abord. Donc ici, c'est permettre à l'enfant, et j'aime bien l'expression qu'il a dit, partager l'information. Donner à l'enfant l'impression d'avoir le volant de son véhicule, de sa personnalité. C'est-à-dire qu'il soit totalement impliqué. Impliqué, c'est ça. La gestion participative. La semaine passée, j'étais dans un débat à causerie et j'ai demandé aux parents dans la salle qui parmi vous a pris la peine de demander à son enfant tu veux aller à l'école cette année avant d'aller acheter les fournitures. Prendre son avis en fait. Prendre son avis. Et ils se sont levés, ils sont partis acheter. Et si vous dites non? Vous allez comprendre qu'il y a un travail à faire d'abord avant d'aller acheter les fournitures. Parce qu'il dit non. Vous ne lui avez jamais demandé, mais dans sa tête, il ne veut plus aller à l'école. En fait, vous avez acheté les fournitures, il va échouer. Vous avez perdu doublement. C'est ça. Et lui aussi, il a perdu. Tout ça. J'ai dit, quand l'année est finie, à la fin de l'année scolaire, qui parmi vous a fait asseoir son enfant pour dire, voici tes résultats, bons comme mauvais. Faisons le point. Faisons le point. Où est-ce que tu as eu des difficultés? Où est-ce que tu as besoin d'aide? Personne. On reste chacun dans notre position. Moi, je vais banquer. Je vais mettre de l'argent. Et c'est fini. Et de plus en plus, on pense que l'école, c'est la responsabilité du parent. Non. Le résultat, c'est l'enfant qui le sort. Donc, si l'acteur principal, n'est pas impliqué, il n'adhère pas au projet, enfin, vous travaillez. D'accord. Donc, il faut forcément avoir l'adhésion de l'enfant. Et cette adhésion doit se baser sur lui-même, ses aspirations. Ses aspirations. Et vous l'aidez en voyant, tu as tel potentiel, tu as tel potentiel. Donc, la première disposition, c'est un travail en famille. En famille, au niveau des parents, qui eux-mêmes, pour maximiser leur investissement, doivent respecter leur enfant. Et ça, je le dis vraiment de façon très ferme. Parce que les parents, excusez, c'est nous tous pratiquement, on faute sur cet aspect-là, on ne se reconnaît pas dans notre enfant. L'enfant, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est mon produit. Et je ne me reconnais pas, je ne reconnais pas le produit que j'ai fabriqué. Et je mets tout le tort sur le produit. On dit, bon, ici, on est allé acheter un matériel qui est défaillant. Et le fabricant dit, c'est pas ma faute, c'est vous qui avez acheté. Mais c'est un crime. Il faut qu'on se reconnaisse dans notre produit. Qu'on sache que cet enfant, c'est ma fabrication. Donc, s'il y a un défaut, où est-ce que j'ai fauté? C'est aussi ma responsabilité, d'une part. Maintenant, on a la chance que c'est un être humain, c'est un être vivant avec qui on peut discuter, on peut orienter. Donc, si on ne fait pas ce travail et on pense que, bon, à un certain niveau, on veut donner la responsabilité aux conditions difficiles d'existence, on veut donner la responsabilité aux mauvaises décisions politiques, on veut donner la responsabilité au manque... C'est l'État qui ne fait pas bien les enseignants. Excusez-moi, mais... qui envoie des AME qui ne sont pas qualifiés. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes. Cet AME a été l'enfant de quelqu'un. Est-ce qu'il faut aussi prendre en compte, alors je pose la question parce que je me mets à la place peut-être de certains parents qui nous suivent en ce moment, est-ce qu'il faut aussi prendre en compte la vie d'un enfant, par exemple, qui a échoué lamentablement l'année passée? Est-ce que cela vaut la peine, directeur? Bon, moi je pense que échouer, c'est réussir à moitié. Et le ciel ne tombera pas si l'enfant échoue. Comme l'a dit le psychologue. C'est une réussite en différé. Quand l'enfant n'a pas réussi, moi parent, moi enseignant, les différents acteurs doivent se poser la question, quelle est ma part de responsabilité pour que cet enfant X dans cet échec? Et comme il a dit, vraiment ne rejetons pas souvent le tort sur les autres. Je ne commence pas à chercher mon tort à moi d'abord pour que cela arrive. Et quand je corrige cela, j'ai la compétence
de pouvoir corriger les autres. Mais chaque fois qu'on doit les autres, en doigtant les autres, regardez combien de doigts viennent vers vous. Vous indiquez que vous avez aussi 4 responsabilités si les autres que vous doitez en ont une. Donc, je pense que les dispositions à prendre, comme il a dit, le devoir de s'asseoir avec cet enfant-là, l'amener tranquillement dans un beau ciel, un beau jour, à dire qu'est-ce qui l'a amené à ce résultat. Et l'y amener et progressivement, sans bruit, et ici il le dit, l'amener à se corriger, à prendre des résolutions. Et si, dans la mesure du possible, je pense que Amos Yaosani a dit qu'il faut investir dans l'avenir. Et c'est l'impératif d'une éducative innovante. Alors qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Quand la personne a dit ses erreurs, il faut lui demander qu'est-ce qu'il veut. Parce que c'est très capital, la volonté. Et c'est le premier facteur qui suit le désir et la volonté, qui suit la paix du cœur. Quand j'ai la paix du cœur et que j'ai la volonté, je peux descendre les montagnes de la Takora à Cotonou, comme l'a dit un président. Je peux faire cela. Donc, il faut s'asseoir et parler avec cet enfant, faire le bilan. Ce n'est pas un drame. Il n'est pas le premier, il ne sera jamais le dernier. Le dernier a échoué. Donc, ce qui s'agit d'un enfant qui a échoué, son courage, l'amener à connaître ses erreurs, reconnaître ses erreurs en tant que parent, chaque acteur. Et il y a aussi la pédagogie de l'erreur. Partir de ses erreurs pour le construire et non le détruire en l'avilissant, avec tout ce que je dis. Et ce rôle, premier rôle, permets-moi de le dire, ça revient aux parents, comme tu le dis. Quand un enfant a réussi, il a échoué, les parents n'ont qu'à le prendre et lui parler, l'encourager, le motiver à faire davantage s'il a réussi, le motiver à se reprendre. Seuls ceux qui savent se relever réussissent. Réussissent, n'est-ce pas? On se rend bien compte quand je vous écoute tous deux qu'il y a réellement une interpénétration. C'est-à-dire que oui, autant on parle des dispositions pratiques à prendre par les enfants, on se rend compte qu'on commence à parler déjà donc, de tous les acteurs parce que oui, quand un enfant réussit, comme le disait le directeur Joseph Patinvoa, ou qu'il échoue, c'est autant la responsabilité de l'enfant que celle de tous les acteurs, parents, enseignants, ainsi de suite. Chacun goûte chacun goûte quand même à la sauce, n'est-ce pas? Donc oui, je reviens à vous, monsieur André Alihonou. On poursuit avec ces dispositions pratiques. Donc, je disais, pour moi, généralement, ces 3 dispositions. La première, le début, c'est ça, les dispositions morales et psychologiques au niveau de chaque acteur. Mais qui met au centre l'enfant. Après, on va passer à ce que j'appelle disposition matérielle. Parce que c'est quand l'enfant est motivé, quand l'enfant est suffisamment requinqué, il a l'énergie pour partir, que vous pouvez mettre à sa disposition le matériel dont il aura besoin. Et ça, c'est à 2 niveaux. D'abord, les parents. Avant d'aller acheter les fournitures, j'ai dit aux parents qui prend la peine de se faire accompagner par son enfant. D'abord, vous dites, voilà, on veut aller à temps, on va aller acheter telle fourniture. Regardez déjà la force que vous lui donnez, que ce soit lui-même qui choisisse son sac. Mais les parents encore, on se cache derrière, il va aller avoir des gros yeux. Mais prenez la peine de dire à votre enfant qui est un être humain, beaucoup responsable, selon son âge, très responsable, de lui dire, je n'ai pas beaucoup de moyens cette année. Le budget. Dites la vérité. Dites qui vous êtes. Ne vous cachez pas à vos enfants. Mais voici le budget que j'ai. Donc, on va tout faire et allons-y. Et vous allez voir qu'arrivé un moment, vous-même, vous allez dépasser le budget avec plaisir. Parce qu'il va tellement vous réduire les charges. Papa, si, il sait qu'il aura besoin de 3 cahiers, vous lui achetez 2, parce qu'il va gérer ça au cours de l'année. Mais vous ne l'informez pas. Vous allez acheter 2 cahiers. Oh, lui, il en a besoin. Il a besoin de 3. Il ne comprend pas. Il va vous mettre les bâtons dans les roues. Il va mal gérer. Vous allez vous plaindre. Vous allez saigner 2 fois. Donc, il y a de petits gestes qu'on rate. Et après, c'est nous qui souffrons. Donc, faisons-nous aider par les enfants dans l'acquisition du matériel. Je donne un exemple. J'étais parti dans un établissement au Bénin ici, pas très loin de Cotonou, je vais dire. Et je m'étais fait accompagner par un ami.
qui est béninois, mais qui travaille à l'extérieur, et qui dit, si jamais mes filles viennent ici, elles vont aller à l'école ici, elles ne vont jamais descendre du véhicule. Que si elles viennent et qu'elles me disent, papa, ces filles autour de 9 ans, papa, c'est ici l'école, elles ne vont jamais descendre. Qu'elles ne vont jamais aller à l'école dans ces conditions-là. Voilà, parce que le cadre n'est pas... Et il demande aux autorités, est-ce que l'État sait que vous aviez cet établissement? Un collège. J'ai dit, mais public. Les autorités, c'est l'État qui a envoyé le directeur public. Ce n'est pas les villageois qui ont envoyé le directeur, les enseignants. Donc si l'État ne sait pas, il ne peut pas affecter. Il dit non, lui n'est pas sûr que l'État a autorisé ça. Juste pour dire quoi. Non, malheureusement, c'est dans le mono. D'accord. Et le plus flagrant, c'est que c'est à quelques centaines de mètres de la voie inter-État. C'est pas caché, c'est pas dans une ville, c'est pas dans un trou. Donc, on se dit, mais dans le matériel, que l'État fasse ce qu'il peut. Il vaut mieux avoir peu et bien que d'avoir beaucoup et rien. Trop qu'on embrasse mal les trains. On dit, trop, c'est comme s'il n'y en a pas. Donc, il faudrait faire l'effort de s'occuper déjà du peu qu'on a. J'ai entendu, on dit on a construit 6 000 écoles ou bien combien de salles de classe. Mais les anciennes salles de classe, qui sont impraticables, qu'est-ce que ça nous empêche si on prenait l'argent de construction de 6 000 pour réfectionner 12 000? Est-ce qu'on n'a pas gagné? Pour ces enfants qui ont vu un établissement délabré et qui reviennent des vacances, qui voient c'est beau, ça va leur redonner la force d'aller encore davantage. Donc, c'est ce que je dis, il faudrait qu'on fasse les bons gestes quand il faut, comme il faut. Ne faisons pas, en fait, écoutez, j'ai l'impression qu'on veut reconstruire tout, mais il y a déjà quelque chose, il y a déjà une base. Et il y a notre adage qui dit quand nous donc, tu ne peux pas ignorer tout ce qu'il y avait comme ancien. Et encore que si on rasait un ancien établissement pour reconstruire totalement cet établissement, mais parce que c'est mieux que de laisser déjà des enfants continuer par... C'est comme si nous-mêmes on contribuait à avoir de mauvais résultats pour les enfants du Bénin. Et l'autre chose, c'est, pour finir, c'est la planification. Et ça, c'est vraiment encore au niveau de tous les acteurs. M. Patin va parler tout à l'heure des cahiers des charges. Combien de fois, avant la rentrée, la pré-rentrée, les autorités prennent la peine d'inviter tous les acteurs dont on vient de citer pour dire voici votre cahier des charges pour cette année. Voici ce qu'on attend de vous. Nullement. Et mieux encore, moi je suis un acteur social. J'ai une ONG, d'accord, et on complique la tâche à l'aide qui peut venir de la société civile. C'est-à-dire? Par exemple, quand on me dit, pour pouvoir venir contribuer au travail de l'État, venir les aider à pouvoir atteindre les résultats du pays, qu'on me dise, on veut, c'est vrai, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de désordre dans aussi le milieu, mais qu'on me dise, amène tes partenaires, amène. Bon, je ne peux pas faire la concurrence avec l'État. C'est ça. Moi, je me bats pour que les gens me fassent confiance, pour venir aider. Je suis d'accord qu'on veut assainir le milieu parce qu'il y a un peu de désordre, les gens profitent un peu, mais qu'on me dise, mets à notre disposition les contacts de tes partenaires pour qu'on puisse te donner l'autorisation d'intervenir à qui on fait mal. Est-ce à moi ou aux enfants? Parce que quand mon partenaire va venir, je ne peux pas être concurrent avec l'État. Et s'ils ont accès total à mes partenaires, je sais à quoi. Mais s'ils pouvaient faire, ils n'auraient pas besoin de mes partenaires. Donc, je pense que la formule est à revoir, vraiment. Donc, vraiment intégrer et planifier de façon très responsable pour pouvoir éviter la perdition, la déperdition des élèves. D'accord. Directeur Zek-Patinva, oui. On a presque fini, malheureusement. C'est vrai que le temps passe très vite par ici. On aura tout le temps de revenir sur tout ça. Oui. Moi, je voudrais dire la difficulté diversifier la compétence de l'homme. Et la différence, c'est une dynamique de développement. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Je dis... que les uns les autres puissent noter. D'accord. La difficulté diversifie la compétence de l'homme. OK. Parce que quand l'homme fait face à une difficulté, il s'essaye. Il n'attend pas les autres. Il se sauve. Alors, nous aimons beaucoup la facilité au Bénin, depuis Modaomé.
nous sommes, excusez-moi pour de peu, y compris moi-même, nous sommes un peu paresseux d'esprit. Et nous n'aimons pas recevoir la vie des autres. En filigrane, il l'a dit par rapport aux enfants. Quelle est la vie de l'enfant? Quelle est la vie de différents acteurs? Il faut s'asseoir à l'implication. Et je veux dire aussi, la différence est une dynamique de développement. On n'aime pas être différent des autres. Et chez nous, à l'éducation, on dit différencier l'apprentissage. C'est-à-dire? C'est-à-dire, M. André a un défaut. Je vais vers lui particulièrement, avec tous les acteurs en filigrane. Ahmed aussi, Elisabeth André aussi. Vous voyez, non? Donc je différencie. Je ne catalogue pas telle difficulté, je ne catalogue pas tel individu. L'autre chose que je veux dire, je voudrais parler aussi après la morale, la psychologie, le matériel, des dispositions sanitaires. Il a un peu abordé ça. Les écoles, que ce soit construit dans des milieux sains, ce n'est pas beaucoup d'écoles. Et puis, quand je parle de difficultés, avant, on faisait des kilomètres. L'enfant qui faisait des kilomètres souffre et sait que, pour diminuer ma difficulté de la distance là, je dois vite travailler, réussir. Mais aujourd'hui, les promesses électoralistes font qu'on a créé des écoles partout, sans étude d'impact environnemental. Quel impact l'école aura dans ce milieu et dans les milieux avoisinants? L'idée n'est-il pas, j'allais le demander à M. André Alihonou, de permettre à tous les enfants du Bénin d'accéder à l'éducation. Quand on construit des écoles un peu partout. Attention, difficulté dedans. Quand tout est facile, M. André, M. Ahmed, l'homme, il s'assoit sur ses lauriers, il ne progresse pas. Non, ce n'est pas l'école de proximité, comme les églises, les choses là. Aujourd'hui, non. Je dis, ce qui existe maintenant, c'est déjà là. Mais nous sommes en septembre, le 16 septembre, on va à l'école. L'école, comme l'a dit le cadre, il y a des flaques d'eau en pleine ville de Cotonou, en pleine ville de Calavi. Parfois, il n'y a même pas de toit. Il n'y a pas de toit, le matériel, les tables bancs, c'est maintenant qu'on appelle un menuisier pendant... Vous voyez, non, c'est pas... Il y a des reptiles, là c'est la petite saison de pluie, il y a des reptiles qui sont un peu partout. Imaginez-vous 69 jours de vacances. 69 jours de vacances. Pendant ces 69 jours-là, quelle action prédictive, quelle planification on a fait comme réceptacle des enfants? Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Malheureusement, très peu de temps. Je vais prendre les mots de fin en 30 secondes de chacun. Merci beaucoup. Moi, je dirais tout simplement, surtout aux enfants et aux parents, parce que c'est eux, la réussite part de la motivation. Travailler la motivation, votre motivation, la motivation de votre enfant, amener l'enfant à intérioriser votre projet et vous allez voir que l'année va réussir. D'accord. Directeur? Pour moi, l'année scolaire réussie, c'est les vacances bien préparées. L'année scolaire réussie, c'est des parents conséquents, allant au dialogue, le devoir de s'asseoir avec les enfants. C'est des acteurs motivés à braver toutes les difficultés. Et permettez-moi de partager une joie avec vous. J'ai l'un de mes apprenants, du nom de Sergio, qui vraiment tranquille dans le silence, était élève, instituteur. Aujourd'hui, il est réussi au CAF-CP. Il est devenu CP. Alors, je voudrais dire aux collègues enseignants, quand vous êtes dans un métier, répondez aux exigences du métier, évoluez dans les métiers et engrangez, quoi qu'on dise, les diplômes, les capacités de ce diplôme. Donc, félicitations à Sergio du haut de cette tribune. Félicitations à tous ceux qui ont admis au CAF-CP, à l'inspectorat. Il me semble que mon système éducatif est en train d'avoir des acteurs pouvant booster l'éducation pour réussir, pour une éducation de qualité. Merci à vous, directeur Joseph Patinvo. Monsieur André Alihonou, vous êtes psychologue clinicien, directeur Joseph Patinvo, enseignant à la retraite spécialiste des questions d'éducation. On s'intéresse donc à la rentrée des classes pour réussir son année scolaire, quelles dispositions pratiques. On a tenté de répondre à cette interrogation, évidemment. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit. Heureusement, on aura encore d'autres opportunités pour revenir sur ce genre de sujet. En attendant, on souhaite une bonne rentrée par anticipation aux différents acteurs. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin des Dettes.